Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, commençons tout d'abord par faire un point sur la situation sanitaire dans le département. Nous vous en parlions en début de semaine. Le taux d'incidence est actuellement supérieur à celui de la deuxième vague. Il est en effet de 300 cas positifs pour 100 000 habitants. Selon l'ARS, les premiers effets de ce nouveau confinement pourront commencer à se mesurer à partir de la semaine prochaine. Écoutez. Ce mois d'avril qui est déterminant, à la fois, je pense, va montrer que les efforts que nous mettons en place, que nous réalisons, vont porter leurs fruits. C'est indéniable. C'est encore un peu tôt pour en mesurer les effets. On sait que vraisemblablement, c'est à partir de mardi vraiment qu'on va commencer à voir et qu'on va faire le compte à rebours. Vous savez, c'est en général 10 à 15 jours après le 6 avril. Donc, c'est plutôt la semaine prochaine qu'on va vraiment pouvoir mesurer cette tendance. Et puis à noter qu'un vaccinodrome pourrait ouvrir au vent d'espace dans les prochaines semaines. Si les 10 centres déjà existants en Vendée atteignent leur capacité maximale, ils pourraient vacciner entre 1000 et 2000 personnes par jour selon l'ARS. Et puisque l'on parle de vaccination, l'assurance maladie, la CPAM, lance une opération pour prendre contact avec les personnes de plus de 75 ans qui ne seraient pas encore vaccinées. En Vendée, 2/3 de la population au sein de cette tranche d'âge a reçu au moins une injection. C'est plus que la moyenne nationale. Mais la CPAM a constaté un frein, principalement numérique, pour prendre rendez-vous et réserver un créneau. On peut prendre contact de différentes façons. Tout d'abord, si vous avez un 06, on vous envoie un SMS où on vous indique que vous souhaitez vous faire vacciner. Soit vous vous connectez sur un site qui s'appelle le site santé.fr, soit on vous donne un numéro d'une plateforme, une plateforme d'État qui est gérée au niveau de l'État, et on vous aide à prendre rendez-vous. Si vous n'avez pas un 06 mais un 02, eh bien là, ce sont des agents de l'assurance maladie concrètement qui vont vous appeler et qui vont vous proposer de vous aider à prendre rendez-vous. On est clair, on ne force pas à la vaccination, on accompagne pour la prise de rendez-vous. Ouvrons à présent une page sport avec la situation des clubs. Tout d'abord, le protocole actuel obligeant à respecter la limite des 10 km autour de son domicile est désormais allégé. Décision confirmée ce matin par le ministère des Sports. Pour aller s'entraîner, chacun, majeur ou mineur, peut ainsi circuler sur l'ensemble du département ou dans un rayon de 30 km s'il s'agit d'un département frontalier. Consigne qui ne s'applique que pour les séances en plein air. Alors avec ce nouveau confinement, certains clubs ont à nouveau décidé de stopper leur activité, mais d'autres continuent d'accueillir des jeunes. Exemple à Chaland dans ce reportage de Marie-Aimée Copleutre. Depuis la mise en vigueur de nouvelles mesures sanitaires, certains clubs de foot ont décidé de fermer pour les 4 semaines de confinement. Ce n'est pas le cas du club de foot de Chaland, qui a décidé de maintenir ses entraînements pour tous, adultes, enfants et adolescents. On a décidé de maintenir ouvert dans la mesure où ça fait déjà de nombreux mois où nous sommes dans une pratique adaptée avec la possibilité de s'entraîner pour les clubs en extérieur avec une pratique distanciée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact, pas de duel. Donc les jeux sont forcément aménagés avec des zones, ce qui évite les contacts tout en respectant un protocole sanitaire assez strict. Donc avec prise de température, gel hydroalcoolique et puis ensuite masque sur le visage jusqu'au coup d'envoi de la séance. Pour les parents et pour les entraîneurs, cette décision semble judicieuse dans une période où de rares loisirs sont accessibles. On a envie que nos enfants continuent à avoir une activité sportive, parce que déjà l'école est enfermée, il n'y a plus rien, ils ne voient plus leurs copains, ils voient plus. Donc non, c'est intéressant, c'est super. Nous, on n'a aucune crainte par rapport au Covid. Ils n'ont pas loupé un entraînement de l'année. Ils n'ont pas envie, ils sont motivés. Donc je ne vois pas pourquoi j'ai priverais de l'entraînement pour ça. Les tout petits, surtout nous, on a une catégorie vraiment 6-7 ans. C'est des enfants qui ont besoin de bouger, de se dépenser, de vivre ensemble aussi, d'apprendre les règles du jeu et vraiment de s'amuser. C'est un espace aussi assez libre où ils peuvent aussi profiter de leurs copains en dehors de l'école. En attendant, même si les sports de plein air peuvent être maintenus, les sports en salle et collectifs sont toujours interdits. Une inquiétude pour tout le secteur du sport français amateur qui compte aujourd'hui 10 millions de licenciés. En cette fin de journal, partons à la rencontre de Guillaume Porcher. Il a récemment publié un livre intitulé « La navigation sur la Sèvre niortaise, des bateaux et des hommes ». Dans cet ouvrage, il revient ainsi sur l'histoire de ce fleuve qui traverse notamment le Marais Poitevin pour se jeter dans la baie de l'Aiguillon. Découverte signée Cyril Guillet.
On se trouve à Courdeau, commune de Bouillé-Courdeau, donc dans le sud Vendée, devant le port. Un port aménagé à la suite de la canalisation de l'Autise à la fin des années 1830. Donc le port a été aménagé entre 1840 et 1842. Le port a été amélioré pour permettre aux bateaux de venir charger les blés plus facilement à destination de Maran. Née du comblement de l'ancien golfe des Pictons, la Sèvre niortaise prend sa source dans les Deux-Sèvres, près de Sevré. Navigable de Niort jusqu'à l'Anse de l'Aiguillon, elle dessert entre autres Maran, qui a longtemps fait partie des premiers ports du royaume pour le transit du blé. Au Moyen-Âge jusqu'à la Révolution et au XIXe siècle, les bateaux remontaient du sel, remontaient de l'huile de poisson pour alimenter les chamoiseries à Niort. Et en descente, c'était les blés, la farine, le vin. Au XIXe siècle, ce sont principalement des pondéreux qui y sont transportés, comme du charbon, du sable ou bien encore des pierres. Il pouvait y avoir un transbordement à Maran. Les bateaux de la fluviale chargeaient leurs marchandises sur les bateaux de mer. Ça se faisait soit à Maran, soit à La Rochelle. Les marchandises issues du Poitou, du Limousin, pouvaient alimenter La Rochelle, Rochefort, les îles de Ré, voire aussi plus loin, jusque dans le nord de la France. Tout au long de la Sèvre niortaise, des ports, comme ici à Danvix, ont été aménagés pour accueillir des embarcations de plus en plus imposantes. Il y avait donc les bateaux de transport de marchandises, consistaient surtout en deux bateaux, les gabarres, qui pouvaient mesurer jusqu'à 20 mètres de long avec un grand mât, et des allèges plus petites de 10 mètres de long qui permettaient, comme leur nom l'indique, d'alléger les grands bateaux dans les passes impossibles pour eux. Ces gabarres se sont transformés au fil des ans, surtout à la fin du 19e siècle, en presque des péniches, avec une carlingue souvent en fer, auquel on a ajouté souvent un moteur à pétrole au début du XXe siècle, pour les quelques péniches ou gabarres qui existaient jusque-là. Avec l'apparition en 1857 de la ligne de chemin de fer qui relie La Rochelle à Poitiers, la navigation commerciale va peu à peu disparaître pour laisser place à une navigation tournée vers le tourisme et les loisirs. Une histoire passionnante à découvrir en détail dans le dernier ouvrage de Guillaume Porcher. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.